l'Iran liquide 3 F-35 américains, mes amis, de nouveau. Et oui, les avions américains passent leur temps à être liquidés. Nous sommes le 1er août et c'est une victoire iranienne. Et oui, mes amis, en représailles des frappes américaines qui ont lieu en Iran, les Iraniens ont frappé la Jordanie et en particulier la base aérienne d'Azraq. Sauf que sur place, il y avait plusieurs F-35 et même des hélicoptères de combat. Que s'est-il passé? Il y en a eu 3 qui ont été totalement liquidés par les Iraniens. Et c'est très dur pour l'aviation américaine, mes amis, à tel point qu'il y a même les alliés des États-Unis qui liquident des avions américains. Exemple, le Koweït a quand même liquidé 3 avions de chasse américains F-35 et tout ça par erreur. Rendez-vous compte que même sur le territoire américain, il y a des F-35 qui tombent. Hier, on a appris par exemple qu'à San Diego, sur une base américaine, vous aviez un F-35B Lightning II qui avait été totalement liquidé. Et là encore, on ne sait pas ce qui s'est produit. Alors peut-être que Donald Trump va accuser les Iraniens, voire les Russes, voire les Yéménites, les Nord-Coréens peut-être. Mais en tout cas, ils ne reconnaîtront pas cette frappe, ces 3 F-35 liquidés qui pourtant n'existent plus. Bon courage aux Iraniens qui vont survivre. Écoute, nous avons d'ailleurs récemment utilisé un nouveau type de drone, dont nous annoncerons, si Dieu le veut, les spécificités et les détails dans les jours à venir. Qu'il s'agisse de fournir du matériel et d'intégrer de nouveaux équipements dans l'organisation de combat de l'armée de la République islamique d'Iran, ce qui a été fait. Nous n'avons jamais fait confiance aux Américains, car nous savions, compte tenu de leurs antécédents de mauvaise foi, que ce protocole d'accord pourrait être violé et qu'une autre guerre pourrait éclater. C'est pourquoi nous avons tiré le meilleur parti de chaque instant du cessez-le-feu et de l'accalmie sur le champ de bataille. Et le paradoxe, c'est que d'avoir été mis sous embargo a développé des capacités pas simplement de résilience, mais aussi de développer des capacités en propre. Là où la mondialisation fait que vous avez des interdépendances, c'est-à-dire au niveau industriel, l'Iran a développé en propre sa propre industrie de défense, bien sûr avec des coopérations nord-coréennes, chinoises, russes. Mais cet effet justement de pouvoir recycler, de pouvoir être quasi autonome, rend justement cette résilience et cette conflictualité plus difficile pour les États-Unis. Parce qu'il y a aussi une asymétrie sur le temps. Les États-Unis, on a beau le dire, n'ont pas ce temps devant eux. Parce qu'il y a un coût politique, il y a un coût financier. Les forces, vous ne pouvez pas les projeter. Lorsque vous avez un porte-avions, avec tout le groupe qui est disposé, vous avez aussi des temps de rotation. Donc pour Washington, à un moment ou à un autre, il faut un résultat. Pour l'Iran, vous avez une géographie, vous avez l'histoire, et l'Iran ne va pas changer du jour au lendemain de voisinage. Ils sont présents. Donc la question dans cette asymétrie, c'est comment on arrive à créer un rapport de force qui, même temporairement, permettrait, en tout cas du côté États-Unis, à obtenir des concessions. En cas d'attaque américaine contre les infrastructures iraniennes, l'Iran va frapper ici toutes les centrales électriques, toutes les usines de dessalement, toutes les infrastructures d'approvisionnement en eau, toutes les installations de production d'électricité, toutes les installations de traitement du gaz, toutes les infrastructures d'exportation de GNL, toutes les installations de cogénération et les centrales nucléaires. La crise économique, sociale et environnementale qui en découlerait dans toute la région, comme dans le monde, serait catastrophique. Cette riposte iranienne contre les infrastructures des États du Golfe et de l'entité sont extrêmement dangereuses en raison du risque d'effet domino. Les Saoudiens pourraient se retrouver sur plusieurs fronts, au Yémen, en Irak et potentiellement face à l'Iran, tandis que la guerre impopulaire et ratée de Trump risque d'aggraver la crise mondiale. La question est simple. Le monde est-il prêt à subir un tel choc? Parce que l'Iran se dit prêt à répondre de manière décisive à toute agression américaine ce soir ou demain. Les Iraniens préviennent que cette guerre ne ressemblera pas à celle de mars ni celle de 2025. Elle sera bien différente. Les États-Unis appellent à l'évacuation des citoyens américains dans tout le Moyen-Orient. La question qui se pose, est-ce que les États-Unis, en prenant cette décision, sont en train de se soucier des populations du Moyen-Orient dont ils ont déclaré être allés sauver de l'Iran? Il faut le rappeler que les populations américaines qui résident au Moyen-Orient sont estimées à plus de 500 000 Américains aujourd'hui au Moyen-Orient, ce qui représenterait notamment une catastrophe de retour migratoire pour les États-Unis. Entre autres, cette décision traduirait l'aveu des États-Unis qui sont totalement aujourd'hui dans l'incapacité de défendre le ciel des différents alliés au Moyen-Orient. À l'état actuel, selon la réalité du terrain, il n'est plus question d'une rumeur sur l'épuisement des stocks des missiles anti-aériens. En d'autres termes, dès que les États-Unis vont donner le coup d'envoi, compte tenu qu'il n'y a plus les missiles anti-aériens,
pour faire un parapluie sur Israël, ça risque de faire mal sur Israël. Parce que jusqu'ici, depuis la reprise des hostilités, l'Iran n'a pas tiré un seul missile sur Israël, se réservant le droit à une surprise sur Israël si jamais les États-Unis reprenaient les hostilités. Il faut rappeler que si l'Iran voudrait faire mal aux États-Unis, Israël reste notamment le joker iranien. Entre autres, il faut relever l'ambiguïté qui existe sur les prétendues mésententes entre le Premier ministre israélien et Donald Trump. Ça fait pas 2 jours que le Premier ministre israélien était à Washington. Et 2 jours plus tard, la décision d'évacuation des citoyens américains dans tout le Moyen-Orient intervient. D'un côté, on nous parle d'un Donald Trump qui ne voudrait plus de ce conflit. D'un autre côté, on nous reparle d'une évacuation complète des citoyens américains dans la région. Certains diront que c'est Israël qui commande les États-Unis. Moi, je dirais que l'alliance entre les États-Unis et Israël n'est pas près de prendre fin, selon ce que certains nous avaient laissé entendre. Quels que soient les scénarios sur la table, les capacités iraniennes ont été reconnues même par Donald Trump, encore existantes, et ça risque de faire mal, cette fois-ci, dans toute la zone du Golfe Persique, compte tenu que les Houthis du Yémen sont aussi de la partie. Les Iraniens sont des stratèges. À l'heure actuelle, Trump sait qu'il existe de moins en moins de cibles à frapper. Et s'il lance son attaque désespérée de 14 jours, il sait aussi que les défenses aériennes de la région risquent de s'épuiser. Il n'y aura pas assez d'intercepteurs pour protéger qui que ce soit. En retour, l'Iran pourrait frapper très durement les pays de la région, avec des conséquences encore plus lourdes pour les alliés et intérêts américains. Depuis le 28 février, les Iraniens ont décentralisé la chaîne de commandement et de contrôle. L'Iran a activé pleinement sa stratégie de défense en mosaïque. Le système est conçu pour continuer à fonctionner, même si le sommet est détruit. Il y a un risque d'escalade incontrôlée. Et l'Iran dispose des moyens pour mettre sous pression n'importe quel acteur de la région. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre un pays comme l'Iran. C'est impossible. La trêve de Trump a accéléré les plans iraniens. Pendant que les Iraniens ciblaient les bases en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, avec de vieux missiles et quelques drones, ils ont repensé leur stratégie et renforcé la mobilisation de leurs alliés régionaux afin d'affaiblir la position saoudienne. Désormais, c'est le détroit de Bab el-Mandeb qui est sous pression. La production pétrolière saoudienne pourrait être menacée. Une autre blague américaine. Avec Israël, Trump voudrait imposer un blocus terrestre à l'Iran en s'appuyant sur les pays limitrophes. Mais qui conseille Trump? Parce que ces pays se tireraient une balle dans le pied. J'insiste. À ce stade, il ne reste que 2 options. Soit Washington se retire et accepte que cette guerre est perdue, Trump signe un accord sur le nucléaire et retire ses troupes dans la honte, soit il s'épuise face à la Chine en Iran et frappe les infrastructures iraniennes. En retour, l'Iran ripostera contre les pays du Golfe avec des destructions inimaginables, provoquant des conséquences mondiales durables. Le détroit de Bab el-Mandeb sera fermé et les câbles sous-marins pourraient également être attaqués. Donald Trump est dépassé par les événements. Les Américains sont dépassés par les événements. Même les Occidentaux qui commandent cette actualité sont dépassés par les événements. La plupart disent aujourd'hui que c'est une erreur d'aller attaquer l'Iran. Mais à quelle heure? À quelle heure? On avait déjà dit ça. Et la destruction que l'Iran fait subir aux Américains est cachée. Donald Trump ne peut pas donner l'étendue des dégâts. Il sait que ça sera très compliqué pour son image. Mais les bases américaines au Moyen-Orient ont été oblitérées pour emprunter le même thème que Donald Trump avait utilisé en 2025, en juin, quand il avait envoyé ses BU, bombardiers américaines, jeter les GBU, les bombes là-bas pour dire qu'il a détruit tout le programme nucléaire et balistique iranien. Un menteur, reste un menteur. Cette fois-ci, Donald Trump accuse la Russie parce que la précision de drones, on ne parle même pas des missiles maintenant, la précision de drones iraniens inquiète Donald Trump. Ça inquiète les Américains. Les drones iraniens aujourd'hui frappent avec précision les installations de la CIA dans le Golfe, au Moyen-Orient. Et à chaque fois que les Iraniens envoient leurs drones, ça frappe et ça détruit leurs cibles. Et là, les Américains se disent, mais attendez, la Russie a un système de navigation. Nous avons aussi.
le nôtre. La Chine a son système. Pour la Chine, c'est Beidou. Pour la Russie, c'est Cometa B. Pour les États-Unis, c'est GPS. Donc, si les Iraniens frappent avec précision, ça veut dire que les Russes les donnent le renseignement. Ils avaient accusé à un moment donné la Chine. Maintenant, c'est la Russie. Mais à la guerre comme à la guerre, vous fournissez les informations aux Ukrainiens, vous les donnez des Starlink. Et aujourd'hui, vous n'avez même pas honte de dire qu'on accuse la Russie. Mais c'est la guerre. Vous êtes en train de faire la guerre contre un partenaire de la Russie. Donc, les amis, il y a un avion américain qui a été quoi? Qui a été pulvérisé par un drone. C'est pas un missile. Un drone iranien a détruit un avion américain. C'est un scandale. C'est très, très grave pour les Amerlocs. C'est très grave pour Donald Trump. C'est très grave pour le fou de Dieu qu'on appelle Pete Hegseth. C'est très, très grave. Un drone. Donc, les Iraniens ont trop d'avance sur les États-Unis à ce qui concerne les drones. Trop d'avance. Alors qu'au départ, ils ont capturé un drone américain et ils ont dépiécé, utilisé et commencé à fabriquer. Et aujourd'hui, ils sont au top, au top. Le Mossad est-il le plus mauvais? Selon NBC News, la Russie fournit à l'Iran des renseignements électroniques qui aident Téhéran à localiser les forces américaines pour des attaques de missiles et de brouiller les armes de fabrication américaines. Des responsables ont déclaré que la surveillance satellitaire russe et les renseignements sur les signaux améliorent probablement la capacité de l'Iran à se défendre contre des frappes aériennes américaines tout en améliorant l'efficacité de ses propres attaques aériennes. Fin de citation. Qu'est-ce que vous voulez? Donc selon vous, lorsque les États-Unis sont en train de livrer à l'Ukraine des armes, des missiles patriotes, des F-16, des Tomahawk, j'en passe, la Russie doit rester les bras croisés. C'est ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que vous allez faire? Si la Russie est en train de faire ça en retour, qu'est-ce que les États-Unis vont bien faire? Mais l'équation est toute simple. Arrêtez tout soutien à l'Ukraine. Et probablement la Russie va aussi arrêter tout soutien à l'Iran, si elle le fait évidemment. Le dilemme qui revient encore ici, si l'Iran possède des capacités balistiques non contestables par les États-Unis, n'a-t-il pas aussi les moyens d'avoir des satellites pour le guidage de ces missiles et la précision notamment de ces frappes? Mais arrêtez de tout renvoyer sur la Russie. L'Iran a prouvé de quoi est-ce qu'elle est capable. La question se pose, elle reste posée, elle continue d'être posée, puisque plus rien ne va dans la tête des stratèges du Pentagone. L'Iran les a dépassés. Ce qui se passe avec les Iraniens, ils ne croient pas. Ils n'en reviennent pas de leurs deux yeux, ils n'en croient pas. L'information qui vient de circuler, c'est que Washington confirme que la Russie partage des renseignements sensibles avec l'Iran. La Russie partage des renseignements sensibles avec l'Iran. Le fait de partager des renseignements sensibles avec l'Iran, ce n'est pas là le problème. Mais le vrai problème, c'est que ce partage permet à l'Iran de localiser avec précision les forces américaines lors des attaques. C'est-à-dire pour eux, c'est grâce au partage de renseignements américains, renseignements russes, que l'Iran parvient à localiser avec précision les forces américaines. Ce qui fait le plus mal aux Américains, c'est le fait que des soldats américains sont en train de mourir. Ça leur fait extrêmement mal, puisqu'ils se cachent. Et là où ils sont, il y a des systèmes de brouillage qui leur permettent de ne pas, qui permet à l'Iran de ne pas les voir. Mais les seuls et rares pays au monde qui peuvent détecter, brouiller leur système de brouillage, c'est la Russie, la Chine, qui dispose de capacités satellitaires inédites. Et c'est pourquoi la Russie est dans le viseur. Alors, selon l'information, il est dit que la Russie a fourni à l'Iran des renseignements d'origine électromagnétique qui aident Téhéran à localiser les forces américaines en vue des attaques aux missiles et à brouiller les armes de fabrication américaines. Ça, c'est une justification forte. Ils sont en train de justifier que l'Iran ne parvient pas à frapper les forces américaines par lui-même
Et l'autre chose qui n'a pas souvent été dite, c'est que les armes américaines n'arrivent pas à fonctionner correctement. Parce que ces armes sont brouillées. Grâce aux renseignements que la Russie donne à l'Iran. Des renseignements sensibles. De vous à moi, dites-moi clairement, si ce n'est pas un échec cuisant de Washington dans la région, est-ce que cela peut engendrer tout ce tohu-bohu auquel nous assistons depuis déjà quelques heures? Alerte maximale à tous les ressortissants américains dans la région de quitter. D'abord de rester vigilants ou de quitter. Réduction des effectifs des soldats américains dans la région. Ensuite, accusation directe de la Russie pour l'efficacité des actions militaires iraniennes. Ils ont échoué. Ils veulent donc faire porter la responsabilité de leur échec à la Russie. Et voici aussi un autre élément qui soulève les envies de conjonction, de coordination, de fusion des deux fronts, c'est-à-dire le front ukrainien et le front iranien. Depuis près de 7 jours, c'est ça leur objectif. Mettre ensemble ces deux conflits et combattre Vladimir Poutine et l'Iran à la fois. Alors, des responsables américains ont indiqué que la surveillance par satellite et le renseignement d'origine électromagnétique russe renforcent probablement la capacité de l'Iran à se défendre contre les frappes aériennes américaines, tout en améliorant la précision et l'efficacité de ses propres opérations aériennes. C'est-à-dire, surveillance satellitaire sur les armes américaines. Quand l'Amérique veut frapper, ça ne réussit pas. Je vous l'ai dit ici. Il frappe, mais ça ne sert à rien. Voici la confirmation. Pour ceux qui ne croient pas souvent, qui pensent que peut-être on le dit pour le dire, ou bien peut-être pour flatter les égos des Iraniens, juste pour voilà. Mais non, ce n'est pas ça. Voici eux-mêmes qui disent que c'est la Russie qui fait que quand eux ils frappent, ça n'atteint pas l'objectif. Maranatha, si ce n'est pas un échec, comment est-ce qu'une puissance mondiale peut parler comme ça? Et d'ailleurs, cette puissance mondiale est censée avoir des puissances qui lui permettent de déjouer le brouillage de ses armes. Où est passée la furtivité des armes américaines au Moyen-Orient? Ah ben non, c'est juste incroyable. L'Iran a juré de venger l'ayatollah Ali Khamenei. Et l'Iran a juré de continuer la guerre jusqu'à la capitulation de l'ennemi. Dites-moi, est-ce que nous sommes donc en face du début de la capitulation de l'ennemi? Lorsqu'on perd, on se justifie beaucoup. Mais lorsqu'on ne perd pas, on ne parle pas. L'Iran ne parle pas. L'Iran ne fait que décliner les activités militaires et les activités de vengeance à la fois politique, économique et militaire que l'Iran va mettre en œuvre. Et quand l'Iran le fait, ils estiment que c'est le boucan, ils estiment que c'est de la dissuasion. Or, l'Iran, on n'a plus besoin de le répéter, ne connaît pas ce mot dissuasion, ni le mot ni la pratique. Ça n'existe pas dans le langage militaire iranien. Il faut donc dire, une question principale se pose. Pourquoi la Russie accepterait-elle de partager des renseignements aussi sensibles avec l'Iran? Affaiblir les États-Unis sans confrontation directe. Puisque maintenant là, la Russie et les États-Unis sont en conflit, un conflit indirect. Donc le fait de renforcer les capacités iraniennes, Moscou complique les opérations américaines au Moyen-Orient, sans engager directement ses propres forces contre les États-Unis. Ça, c'est une hypothèse. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas l'Iran tout seul qui est en train d'agir? Bon, si la Russie acceptait aussi de le faire, c'est aussi pour consolider le partenariat stratégique qui est entre eux. Puisque entre la Russie et l'Iran, il y a un partenariat militaire qui ne dit pas son nom. C'est la même chose avec la Chine. La Russie et l'Iran ont déjà renforcé leur coopération militaire dans plusieurs domaines. Pas seulement militaire, mais dans plusieurs domaines. Ils ont
un accord de coopération sur le plan de la technologie. Starlink était utilisé en Iran pour mobiliser les foules à se lever contre le régime lors des précédentes manifestations. Mais comment l'Iran a réussi à démanteler tous les systèmes et sites de Starlink à Téhéran? La Russie avait été aussi accusée à l'époque. Donc ça veut dire que l'Iran ne peut rien faire de lui-même? Non. L'Iran a sa propre force, mais qu'ils ont décidé volontairement de minimiser, de sous-estimer. Alors, la dernière question c'est, est-ce que cette coopération peut-elle modifier l'équilibre stratégique au Moyen-Orient? Ah ben oui. Si l'hypothèse se confirme selon laquelle la Russie est en train d'aider l'Iran, mais on est en train de voir déjà que l'équilibre des forces est en train d'être modifié. Là où l'Amérique commence à pleurer, à dire à ses ressortissants de fuir, c'est le comble. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens avec de nouvelles informations. Ça, c'est ce qu'on appelle des combattants ou des guerriers au Moyen-Orient. On les retrouve aussi dans un pays d'Afrique appelé le Tchad. On ne parle pas là-bas d'armée, mais on parle plutôt des guerriers. Aux États-Unis et en Occident en général, on les appellerait des vétérans, donc potentiellement à la retraite. Pendant qu'au Yémen, comme vous êtes en train de voir, et en Iran, ils sont encore en activité. Pour eux, être soldat n'est pas simplement un métier, mais c'est une passion pour toute la vie. En d'autres termes, pour eux, défendre la patrie n'est pas lié à un contrat, à une durée. Selon eux, le titre de soldat ne les convient pas. Ils préfèrent être appelés des combattants, des guerriers. Et voilà pourquoi on les chiffre en millions. Pendant qu'en Occident, selon un commentaire sur ma page, quelqu'un a semblé dire qu'il n'existe aucune armée avec plus de 10 millions de soldats. Oui, peut-être, parce que ce sont des soldats. Mais au Moyen-Orient, on parle de combattants. Et tous sont nés pour combattre, pour défendre la patrie. C'est une dévotion et non une mission contractuelle. Et pendant qu'en Occident, les familles attendent le retour de leurs soldats pour ne plus les voir repartis sur le champ de bataille, là-bas, les familles sont prêtes à toute éventualité et attendent potentiellement qu'ils deviennent des martyrs pour avoir donné leur vie pour la nation. Donc, l'affirmation de l'Iran qui posséderait 10 millions de combattants et du Yémen qui s'est déclaré avoir 1 million de combattants n'est pas une affirmation propagandiste. C'est un fait dont vous pouvez aller vérifier vous-même par une intervention militaire américaine et que sais-je encore sur le sol du Moyen-Orient. Plusieurs jours de frappe limitée, de discussions indirectes, Donald Trump a nettement durci son discours. Selon plusieurs médias américains, la Maison-Blanche estime que l'Iran a franchi plusieurs lignes rouges, notamment avec des attaques attribuées à des groupes soutenus par l'Iran contre des intérêts américains et la poursuite des perturbations dans le détroit d'Ormuz. Ce qu'a déclaré Donald Trump, eh bien, le président américain a affirmé que les États-Unis étaient prêts à frapper très durement l'Iran en cas de nouvelle provocation. Il a également laissé entendre qu'une décision sur une nouvelle campagne de frappe pourrait intervenir rapidement. Axios rapporte que l'administration étudie notamment des frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes, ce qui constituerait une escalade majeure par rapport aux dernières opérations ciblées sur des objectifs militaires. Alors pourquoi parle d'un week-end décisif? Plusieurs indicateurs alimentent cette inquiétude. Washington qui considère que les négociations sont quasiment dans l'impasse, les États-Unis qui maintiennent une forte présence militaire dans la région et les autorités iraniennes qui préviennent qu'une attaque contre leurs infrastructures stratégiques entraînerait une riposte importante et les risques autour du détroit d'Ormuz et des installations pétrolières du Golfe qui restent élevés. Israël reste en état d'alerte maximale. Les responsables israéliens continuent de soutenir la pression militaire sur l'Iran tout en surveillant les risques d'attaques de missiles ou bien de drones contre le territoire israélien et contre des intérêts occidentaux dans la région. Alors mon analyse, nous sommes probablement à un moment charnière, deux scénarios qui dominent. Une reprise des frappes américaines d'ampleur, notamment contre les infrastructures stratégiques iraniennes si Téhéran poursuit ses actions. Une dernière tentative diplomatique, mais avec un délai très court et sous pression militaire maximale. Alors à ce stade, aucune décision officielle n'a encore été annoncée par Washington pour lancer une nouvelle campagne de bombardement ce week-end. En revanche, les déclarations de Donald Trump et les informations publiées par Axios montrent clairement que cette option est sérieusement envisagée. Les forces armées iraniennes passent au niveau d'alerte maximale et adoptent désormais les protocoles de temps de guerre. L'heure est grave. La question sur les lèvres de tout le monde, qu'est-ce qui est en train de se préparer? Qu'est-ce qui se prépare? Le protocole de guerre, tous les protocoles de guerre activés.
lorsqu'on constate que Washington a commencé à réduire ses effectifs au Moyen-Orient et lancer une alerte maximale à tous ses ressortissants, à tous ses citoyens au Moyen-Orient, et lorsque c'est juste après cela que l'Iran adopte tous les protocoles du temps de guerre, ça nous pousse à nous poser beaucoup de questions et nous devrons regarder de plus près la situation. Selon plusieurs informations diffusées ces dernières heures, les forces armées iraniennes ont changé de comportement, ont changé d'attitude et sont passées au niveau d'alerte maximale. C'est très rare de constater une telle attitude de la part des forces armées iraniennes. Et surtout le fait pour eux de désormais appliquer les protocoles de temps de guerre. Vous savez, une telle décision intervient dans un contexte de très forte tension avec les États-Unis d'Amérique et Israël. Et ces derniers jours, la menace de frappe contre les infrastructures iraniennes se sont multipliées. Washington a renforcé ses alertes de sécurité, comme on le disait, dans tous les pays du Moyen-Orient. Alors, le passage au niveau d'alerte maximale constitue, bien entendu, généralement, l'une des décisions les plus importantes qu'un État puisse prendre avant une crise majeure, notamment lorsqu'il s'agit de protocoles d'accord concernant tout, je dis protocole d'accord, lorsqu'il s'agit de protocoles concernant la guerre, ça laisse à réfléchir. Alors, à la question de savoir pourquoi l'Iran déclenche tous les protocoles de temps de guerre, il faut dire que le premier élément de réponse, c'est que l'Iran est en train de préparer toutes les forces à une réaction immédiate. L'Iran a toujours été dans la riposte. L'Iran ne s'est jamais comporté comme le pays qui attaque. Mais si l'Iran élève le niveau d'alerte, ça veut dire que c'est grave. Et donc, l'Iran veut réduire le temps de réaction des unités militaires. En cas de frappe, puisque généralement ce sont les week-ends que l'Amérique aime frapper, en cas de frappe, il faudrait que les unités militaires soient capables de riposter aussi rapidement que possible. Alors, il faut dire que il s'agit de renforcer aussi la protection des sites stratégiques et de placer les systèmes de défense dans un état de fonctionnement permanent. Voici là aussi ce qui découle de l'application des protocoles de temps de guerre. C'est aussi une façon pour l'Iran d'envoyer un message direct aux États-Unis d'Amérique et Israël, puisque nous le savons tous. Après, bien sûr, la rencontre entre Benjamin Netanyahou et le président Donald Trump, nous savons que des décisions fermes ont été prises à ce niveau. Et nous avons dit la dernière fois que de telles rencontres, automatiquement, les grandes décisions ne peuvent pas sortir automatiquement, mais on les constate dans les décisions. Ces dernières heures, on a constaté ce que l'Amérique a pris comme décision. Oui, des soldats américains qui fuient le Moyen-Orient, on demande aux citoyens américains de quitter le Moyen-Orient au plus vite que possible, parce que l'Amérique a peur des mesures de représailles iraniennes, parce qu'ils savent de quoi l'Iran est capable. Même si c'est une fuite en avant, mais ça leur fait peur. Et le monde retient son souffle, le monde s'attend vraiment à ce que la situation se dégénère du côté du Moyen-Orient, du côté de l'Iran. Il faut donc dire que la deuxième question qu'on se pose, elle est celle de savoir est-ce que cette décision annonce une nouvelle phase de la crise? Est-ce que nous allons nous retrouver dans une reprise extrêmement brutale de la guerre, une reprise qui ne donnerait plus du tout de chance à un retour, si minimum que ce soit, à un cessez-le-feu ou à un accord de paix? Le premier élément de réponse, c'est que c'est oui, nous partons tout droit dans les abîmes de la guerre. Les Iraniens ne sont pas prêts à baisser les bras. Washington aussi ne veut pas se laisser humilier. Lorsqu'on dira que Washington s'est fait battre au Moyen-Orient par une puissance jugée
être, comment on va dire, être faible, ce serait la plus grande humiliation historique de Washington. Donc Washington ne veut pas baisser sa garde et ne veut pas abandonner. Et surtout que Benjamin Netanyahu est venu souffler dans les oreilles du président Donald Trump des éléments qui ont réussi quand même à convaincre Donald Trump qu'il fallait reprendre les frappes contre l'Iran. Et ça, c'est automatique. Si ce n'était pas des frappes américaines en vue et qui seraient de nature à aggraver la situation sécuritaire au Moyen-Orient, l'Amérique même n'allait pas commencer à réduire son effectif et à demander à ses ressortissants de quitter le territoire. Ben, dans tout ça, l'Amérique est en train toujours de montrer sa faiblesse, puisqu'au lieu de faire venir des militaires, Washington décide de réduire son effectif militaire. Washington n'est plus capable de protéger ses propres citoyens au Moyen-Orient. C'est pourquoi, qu'ils soient des travailleurs ou pas, qu'ils soient de la mission diplomatique ou pas, Washington leur demande de quitter. Alors, il faut dire que lorsque plusieurs armées passent simultanément en état d'alerte élevé, il y a que le moindre incident peut être interprété comme le début d'une offensive et ça peut provoquer une réaction en chaîne. Aujourd'hui, l'Iran qui décide d'appliquer tous les protocoles de guerre, l'Iran se considère en guerre totale. Les mêmes instructions sont données aux autres alliés de l'Iran, que ce soit les Houthis du Yémen, que ce soit les milices pro-iraniennes en Irak, que ce soit le Hezbollah, ou qui d'autre encore, ils sont tous prêts. Ils ont reçu le même ordre, les mêmes instructions. Donc, juste une petite erreur de calcul de la part de Washington, tout le Moyen-Orient va s'embraser. Que ce soit une erreur ou une activité militaire délibérée de la part de Washington, le Moyen-Orient n'échappera pas à l'embrasement, en tout cas même si ce sera pour 3-4 jours, mais l'embrasement reste irréversible, puisque les Iraniens ne font pas application de ces protocoles de temps de guerre juste pour pouvoir plaire à qui que ce soit ou pour dissuader. Les Iraniens le font lorsque les événements en exigent. Et donc, voici la situation qui prévaut du côté du Moyen-Orient en ce 1er août 2026. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était ça, la une heure de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous et je vous reviens avec bien sûr de nouvelles actualités. Et voilà, Trump n'autorisera pas l'Ukraine à produire des missiles patriotes. Aucune licence ne sera accordée à Zelensky. Trump a rappelé à Zelensky que les États-Unis doivent être très prudents quant aux technologies qu'ils autorisent à produire. Trump a donc demandé à Zelensky de mettre fin à la guerre et de rechercher la paix, plutôt que de vouloir fabriquer des missiles qui, de toute façon, n'aideraient pas l'Ukraine. L'Ukraine n'a ni les raffineries de terres rares, ni l'écosystème industriel nécessaire pour produire ces intercepteurs de manière autonome. L'Ukraine dépend entièrement des livraisons américaines et alliées. Même les États-Unis et l'Europe ont du mal à fabriquer assez de missiles patriotes parce que les usines qui traitent les terres rares sont surtout en Chine et l'Occident met beaucoup de temps à construire les siennes. Donc, même si Trump donnait son accord, l'Ukraine n'aurait jamais été en mesure de fabriquer des missiles patriotes. Et comme d'habitude, on vend des effets d'annonce et de gros titres aux trolls qui jubilent, mais au final, il n'y a rien de concret. Les Américains ne donneront jamais les clés de la production des patriotes à l'Ukraine. Pas aujourd'hui et probablement jamais. L'Ukraine est un pays corrompu, instable et en guerre. Zelensky n'est même pas populaire dans le gouvernement actuel et peine à faire adopter quoi que ce soit. Quant à ceux qui se réjouissaient déjà, il faut demander à Zelensky où en est son opération de 40 jours censée plier la Russie. Il ne lui reste plus que 3 jours. Tandis que les missiles russes sont quasiment inarrêtables et frappent jour après jour l'Ukraine. C'est cette opération-là, il faut en parler. On nous a trop vanté l'opération 40 jours. Oh, la Russie, c'est terminé. La Russie sera pliée. Bon, il reste 3 jours, on fait comment? L'Ukraine dit avoir intercepté un seul missile parmi les 27 missiles tirés par la Russie hier et déclare notamment une pénurie des missiles intercepteurs patriotes. Et là, il crie au secours aux Américains, mais sans déclarer ouvertement que ce conflit est ouvertement et nettement
une chose américaine. Mais l'Ukraine a toujours dit avoir la capacité de défier la Russie. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'aujourd'hui, on appelle au secours aux États-Unis, qu'il n'y a plus de missiles intercepteurs patriotes. Est-ce que les États-Unis eux-mêmes, ça les laisse? Ça ne laisse pas. Les États-Unis ne sont pas épargnés. En Iran, au Moyen-Orient, actuellement, ils ont des dossiers plus importants que l'Ukraine. Ils ne peuvent pas sacrifier les intérêts. Les intérêts américains au Moyen-Orient, mesdames et messieurs, sont 1000 fois plus importants que les terres rares que l'Ukraine va offrir aux États-Unis. Et là, les États-Unis non seulement ne peuvent pas sacrifier leur stock de missiles qui est déjà sous perfusion en cas d'un conflit important qui impliquerait le territoire américain, que vont-ils faire s'ils finissent d'épuiser leur stock d'intercepteurs en Ukraine qui les a donné simplement la garantie de leur fournir les terres rares? Est-ce que les États-Unis vont risquer leur sécurité nationale pour une affaire de terres rares? Et maintenant, qu'en est-il de l'affirmation qui passe en boucle sur nos chaînes occidentales selon laquelle l'Ukraine serait en train de démonter totalement la Russie? Qu'en est-il de ça? Mais on ne peut pas faire la guerre et compter sur les moyens des États-Unis. Si réellement c'est une guerre de l'Ukraine, il faudrait encore se pencher sur cette hypothèse. Volodymyr Zelensky est dépassé par Donald Trump. Pendant quelques jours, l'annonce avait fait l'objet d'un séisme. Donald Trump affirmait vouloir autoriser l'Ukraine à produire elle-même des missiles patriotes. Pour Kiev, ce n'était pas un simple contrat industriel. C'était la promesse d'un changement de statut. Passer d'un pays qui attend de livraison à un pays capable de fabriquer une partie de ses propres systèmes de défense. Mais aujourd'hui, le discours change. Donald Trump affirme qu'il n'est plus certain d'accorder cette licence, invoquant la sensibilité extrême de cette technologie. Mesdames et messieurs, ce revirement, s'il se confirme, envoie un message bien plus profond qu'un simple désaccord politique. Il rappelle qu'en matière d'armement stratégique, les grandes puissances acceptent parfois de fournir des équipements, mais beaucoup plus rarement de transférer le savoir-faire qui permet de les produire. Celui qui maîtrise la technologie maîtrise aussi la dépendance de ses alliés. Pour l'Ukraine, mesdames et messieurs, cette incertitude complique la planification de son industrie de défense et montre que les décisions prises à Washington peuvent évoluer en fonction des intérêts américains. Ce n'est donc pas seulement l'histoire d'une licence de fabrication. C'est une démonstration de la manière dont les technologies militaires les plus avancées restent un levier de puissance, jalousement protégé. En géopolitique, les alliances existent, mais les intérêts stratégiques restent toujours prioritaires. Et cette séquence rappelle une vérité souvent oubliée. La souveraineté militaire ne commence pas lorsqu'on reçoit une arme. Elle commence lorsqu'on est capable de la concevoir et de la fabriquer soi-même. Hey Québec, pourquoi l'Iran est en guerre contre tout le monde au Moyen-Orient? Donne 2 minutes à Max, je vais t'expliquer, puis à vie tu vas te situer. Puis tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient. J'espère que t'es prêt. OK, la différence est simple. C'est l'islam. Ce sont tous des pays islamiques, mais il y a une différence. Il y a une grosse rupture dans l'islam qui est chiite et sunnite. Les Iraniens sont chiites. Tu vas comprendre bientôt, donne-moi 2 secondes. Les sunnites, ben c'est tout le monde d'autre. Les Jordaniens, les Émirats arabes unis, le Koweït, tout le monde est sunnite. Et les chiites, ce sont les seuls, c'est les Iraniens. Il y a une grosse différence de ce qu'ils pensent entre les deux. Ils s'aiment vraiment pas. Parce que les chiites pensent que depuis Mahomet, le dirigeant, ben c'est son fils. C'est comme une espèce de lignée royale. Puis l'ayatollah en Iran, c'est le représentant de Mahomet. Il est aussi puissant et aussi fort que Mahomet. Mais les sunnites, eux autres, les autres pays arabes, ils veulent rien savoir. Ils disent non, ça se peut pas ce que tu dis. Nous, on élit quelqu'un qui va représenter le comité sunnite, mais c'est un homme. C'est pas un semi-dieu comme votre espèce d'ayatollah. Et là, la différence. Ce qui fait qu'ils se détestent. Un peu comme en Irlande, les protestants et les catholiques qui se frappaient, mais c'est le même principe. Donc, personne, entre eux, même si les Américains étaient pas là, même si l'Europe attaquait pas l'Iran, entre eux, ils se frapperaient parce qu'ils s'aiment pas à cause des chiites sunnites. C'est la raison majeure pourquoi il y a le feu au Moyen-Orient. Leurs 2 idéologies de l'islam, les 2 différences majeures de l'islam.
C'est aussi simple que ça. Après ça, ben, tu peux rajouter plein de shit, puis de la guerre, puis du pétrole, puis de l'argent. Tout ça, ça vient jouer. Mais à la base, l'Iran puis les autres pays arabes ont pas la même vision de l'islam chiite sunnite.